Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 14 février 2017. Le titre de cette émission est « Le pétrole WTI dans les starting blocks ». En effet, depuis le début de l'année, donc cela fait maintenant 6 semaines, les cours du pétrole sont contenus dans un range entre 51 et 54 dollars. Les 51 dollars ont été testés à plusieurs reprises et ont été solidement défendus. Les 54 dollars correspondent au plus haut travaillé en fin d'année 2016 et au plus haut travaillé en début d'année 2017. C'est une résistance majeure. Par contre, si cette dernière venait être dépassée, eh bien évidemment, cela pourrait soutenir le secteur énergétique et donner un nouvel élan aux indices. Bien évidemment, à contrario, en cas d'échec cuisant sous 54, voire de cassure des 51 dollars, la donne serait tout autre. Les vendeurs prendraient alors potentiellement la main. Mais j'insiste sur le fait que les cours du pétrole sont extrêmement solides, soutenus. On est proche de rattaquer les 54 dollars auxquels nous sommes scotchés depuis plusieurs séances, donc surveillons cela comme le lait sur le feu. Bienvenue à tous pour cette émission, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités et le palmarès actions aux USA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dès maintenant. Alors, en termes de dernier mouvement, ouverture en très légère baisse du S&P 500 à 2326 points, ce qui est légitime. Le S&P a grimpé pendant 5 séances consécutives et les opérateurs en ce début de séance aux États-Unis attendent le discours de Janet Yellen à 16h. Les indices européens respirent après 4 séances consécutives de hausse. Sur le CAC 40, on était passé de la zone de support des 4750 points à la zone des plus hauts annuels autour des 4900 points. Il est donc légitime dans cette zone de range, lorsque l'on passe de la borne basse à la borne haute, que des prises de bénéfices prennent forme. Certains opérateurs souhaitant potentiellement sortir avant les prochains chiffres et le discours de Janet Yellen. Attention néanmoins, ce n'est pas parce que le S&P est monté pendant 5 séances qu'il ne va pas en faire une 6e et les indices européens respirent sans pour autant corriger à la baisse. Ils sont donc particulièrement soutenus. Les acheteurs gardent donc pleinement la main, ce qui se traduit et qui se corrobore avec l'analyse du VIX, l'indice de volatilité basé sur le spread des options des actions du S&P 500. Donc le VIX, aussi communément appelé l'indice de la peur, inscrit un nouveau plus bas annuel à 11,4 points. C'est signe d'une volatilité très faible, synonyme généralement d'un marché haussier et confiant. Le pétrole WTI semble prêt à attaquer sa résistance journalière à 54 dollars. C'est le titre du jour. Je vous en ai pas mal parlé ces dernières semaines. Malgré des stocks en hausse pendant 5 semaines consécutives, malgré les deuxièmes plus importants stocks depuis 35 ans reportés la semaine dernière, le WTI tient bon. Pourquoi est-ce qu'il tient bon ? Eh bien tout simplement parce que 90% des baisses de production de l'accord qu'il y avait eu entre les pays de l'OPEP et non-OPEP, eh bien 90% de cet accord a été respecté et les opérateurs anticipent plus de collaboration des producteurs de pétrole pour soutenir les prix à l'avenir. Donc malgré des stocks importants, eh bien, les opérateurs restent acheteurs et pourraient donc casser ce niveau de résistance. On verra demain peut-être avec les stocks de pétrole, si les stocks devaient être inférieurs aux attentes, voire négatifs, eh bien peut-être que ce seuil pourrait alors casser. Bien évidemment, à contrario, on reste dans un range.
La fève de cacao est en hausse de 0,3% à 1908 dollars par tonne après une série de 8 séances consécutives de baisse. Donc là, c'est simplement une petite alerte. Ce n'est pas parce qu'on monte une séance après avoir baissé pendant 8 séances que nous sommes sur un point bas. Néanmoins, j'ai publié donc sur le site de CMC Markets une petite note sur la fève de cacao ce week-end. La fève de cacao a perdu plus de 40% en l'espace de 15 mois. Entre la fin 2015 et début 2017, on est passé de 3400 dollars la tonne à moins de 2000 dollars la tonne. On est à 1908. On est en tendance baissière, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et journalière. On a cassé le support les plus bas de 2011 à 1970 dollars la tonne. Par contre, attention, je me demande si nous ne sommes pas tout simplement en train de faire un excès baissier sous la forme de vente panique sous un support de long terme avant d'éventuellement le tenir en cours de clôture mensuelle. Donc on peut très bien descendre à 1900 dollars la tonne, puis remonter de 3-4% d'ici la fin du mois et donc tenir ce support. Donc je surveille et surveillerai la fève de cacao dans les séances et semaines à venir. Pour l'instant, on est dans un canal baissier manifeste, on approche de la borne basse, on a assisté à un mouvement baissier assez puissant ces dernières semaines. Et il se puisse que ce soit un selling climax. Qu'est-ce qu'un selling climax? Ce sont des ventes paniques, c'est-à-dire une accélération que l'on retrouve généralement à la fin d'un mouvement baissier majeur. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout simplement du scénario spéculatif. On est baissier. Néanmoins, voilà, je voulais juste vous parler de cette fève de cacao que je surveillerai. On a gapé à la baisse ce jour, puis les acheteurs ont pris la main et on repasse dans le vert. On pourrait donc avoir une formation intéressante en chandelier japonais qui pourrait potentiellement être symptomatique d'un creux. Voilà, c'est un peu trop tôt pour l'instant, mais je voulais simplement vous en parler. Toujours dans les matières premières, les cours du coton travaillent une résistance historique à 76,7 cents par livre, qui correspondent au plus haut d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques mois. Et si vous regardez vos graphiques, vous retrouverez aussi cette zone de prix travaillée il y a quelques années. Les cours du coton sont aussi à moyen terme et à court terme. On approche de cette zone de prix. Si nous matérialisons un double top sous cette zone de prix, puisqu'on a par 2 fois essayé de passer, pour l'instant ça ne passe pas. Donc si on matérialise un double top, c'est un possible point haut et les vendeurs prendraient alors la main. Si au contraire on arrive à casser les plus hauts récents par une accélération haussière, c'est peut-être que les cours du coton vont réaliser une nouvelle jambe haussière. Donc voilà, ce pivot est à surveiller. Sur les devises, alors sur les devises, on a déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois d'un scénario spéculatif, potentiel. C'est un scénario d'une formation d'une épaule tête-épaule inversée, donc une ETEI de moyen terme sur la paire AUD-NZD. Il se trouve que d'après le spécialiste, le père des figures chartistes, Bulkowski, l'ETEI a le meilleur pourcentage de réalisation. C'est une des plus belles figures chartistes qui existent. Donc la UDNZD en fait est récemment passée de la zone des 1,04 à 1,06 et quelques, et on s'approche d'une résistance majeure de moyen terme qui est à 1,0750. Et en fait, si on casse les 1,0750, on valide le TEI, donc l'épaule tête-épaule inversée, avec un potentiel de 550 pips, puisque l'objectif théorique de cette ETEI, qui correspond à la hauteur entre la tête et la ligne de coup, eh bien, est de 550 points. Enfin, le dollar est scotché au 101 points. En attendant, Janet Yellen, petite erreur de ma part, donc c'est pas les 100, c'est les 101 points. Le dollar donc qui a baissé pendant 5 semaines consécutives avant de se stabiliser autour des 100 points la semaine dernière, qui a démontré une certaine force. On a les acheteurs qui se sont présentés la semaine dernière qui ont permis au cours de repasser de 99,4 à 101 points. Ça fait 3 séances que l'on travaille cette zone des 101 points qui ne passe pas pour l'instant. Si Janet Yellen nous parle de hausse de taux à venir
qu'elle laisse entendre qu'elle pourrait les monter en mars, par exemple, lors de son discours cet après-midi ou bien demain. Ça pourrait bien évidemment tirer le dollar à la hausse. Si Janet Yellen balaye le fait de monter les taux en mars, là par contre le dollar pourrait être sous pression, donc à suivre. En termes de meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, vous noterez les bancaires italiennes et espagnoles dans les plus fortes hausses. Donc ça, c'est quand même symptomatique d'un marché confiant, haussier. Néanmoins, petit bémol en France, on a 4 valeurs françaises dans les 5 plus fortes baisses de l'Eurostoxx 50, et notamment des financières, donc une certaine disparité dans le secteur. Côté statistique, on a eu ce matin les prix à la consommation en Angleterre qui sont ressortis en hausse de 1,8% au lieu de 1,9%, ce qui a pesé sur la livre. Elle a décroché à la baisse par la suite. Parallèlement à ça, on a eu l'indice de sentiment économique en Allemagne, le ZOO, qui est tombé à 10,4 contre un consensus à 15,1. Et enfin, cet après-midi, on a eu les prix à la production aux USA qui ont augmenté plus que prévu en janvier, plus 0,6%, affichant leur plus forte hausse mensuelle en 4 ans. C'est un bon point donc que les prix à la production soient remontés, et demain nous aurons les prix à la consommation à 14h30. Le chiffre du jour, c'est moins 50. Moins 50, c'est le pourcentage de baisse du titre Toshiba depuis fin décembre. Le géant de l'électronique s'attend en effet à une charge de 600 à 700 milliards de yens, soit à peu près 5-6 milliards d'euros, pour dépréciation d'actifs nucléaires achetés par sa filiale américaine en 2015. Et puis pour finir, les entreprises US, moins de publications. On a déjà un grand nombre de sociétés qui ont publié aux États-Unis ces dernières semaines. On notera que Freeport a arrêté la production de concentré de cuivre de sa mine de Grasberg en Indonésie pour s'opposer à la décision du gouvernement de restreindre les exportations de concentré afin de soutenir ses producteurs locaux. C'est la raison pour laquelle le cuivre monte ces dernières séances, puisqu'on a BHP Billiton qui subit une grève au Chili, et d'autre part Freeport qui arrête sa production de Grasberg en Indonésie. Donc vous avez ici deux des plus grandes mines de cuivre au monde qui ont arrêté leur production. Et c'est pour ça que je vous disais que j'étais un peu dubitatif sur la hausse du cuivre, qui est due à cet effet d'annonce à court terme. Si les productions reprenaient dans ces mines, je me demande si le mouvement haussier du cuivre perdurerait. Autre actualité, General Motors a confirmé étudier avec le groupe Peugeot une acquisition potentielle d'Opel Vauxhall. On a de plus en plus de confirmations de la part de Reuters sur Twitter cet après-midi. Et puis on notera que Mattel, donc les poupées Barbie, et Alibaba ont signé un partenariat stratégique qui permettra notamment aux fabricants de jouets de voir ses produits vendus sur le marché en ligne Tmall.com. Mattel va donc réussir à pénétrer le marché chinois et ses 440 millions d'utilisateurs actifs. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, on notera Goodyear, le spécialiste des pneus, qui est très recherché, a enchaîné 4 séances consécutives de hausse. Il retrouve les $36, des cours qu'on n'avait pas vus avant les années 2000, puisque Goodyear cote depuis au moins 30 ans. Donc un plus haut de 20 ans sur ce titre. Dans les hausses, on voit aussi Regeneron Pharmaceutical qui reprend un peu de poil de la bête après avoir stabilisé à plat pendant des semaines. Dans les baisses, on retrouve Activision. Alors Activision perd 3% parce que c'est une consolidation. Avant-hier, le titre gagnait 18,8% suite à la publication de ses résultats. Enfin, plus forte baisse hier, c'est Nvidia. Et Nvidia, je vous invite vraiment à regarder cette configuration, car on a ici un double top absolument parfait. Nvidia a littéralement explosé ces 2 dernières années à la hausse. Elle est sur des records historiques, sur des prix jamais vus. Et en fait, les cours butent sous les $120 assez clairement et partent à la baisse avec de la volatilité, ce qui corrobore l'éventualité d'un double top à confirmer. Mais en tous les cas, c'est une des configurations actions qui a le plus retenu mon attention ce jour.
Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Vous l'aurez compris, les marchés attendent Jeannette Yellen qui commence à parler à l'heure où je vous parle. Jeannette Yellen qui peut faire bouger les indices et le dollar. Concernant les marchés actions, c'est toujours les publications d'entreprises qui rythment les échanges. Notez que les publications macroéconomiques, que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis, sont plutôt positives, supérieures aux attentes. Enfin, notez que les matières premières agricoles offrent en général des configurations graphiques attractives ces dernières semaines. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, une bonne soirée et je l'espère, je vous retrouve demain à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.